Avez-vous déjà pensé qu'en réalité, le tout positif pourrait être un piège? Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet clé en éducation canine, soit le renforcement. Vous avez probablement déjà entendu parler de renforcement positif ou négatif. Mais surtout, savez-vous réellement comment les utiliser de façon adéquate pour vos besoins ou les besoins de vos clients? Mon nom est Maëlie Richard, je suis intervenante en comportement canin et technicienne en santé animale depuis plus de 10 ans et aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer ce que dit la science sur ce sujet. C'est donc grâce à des études fascinantes et des exemples concrets, en plus de quelques réflexions éthiques, que nous allons nous pencher aujourd'hui sur ce qui est réellement respectueux dans l'éducation canine. Commençons par les bases. Distinguer les deux types de renforcement. Premièrement, d'un côté, on va avoir le renforcement positif. C'est quand, par exemple, vous allez ajouter quelque chose dans le but qu'un comportement que vous aimez soit reproduit dans le temps par votre chien. Par exemple, votre chien pose ses fesses au sol, vous allez lui donner une récompense alimentaire ou un jouet dans le but de renforcer le comportement de s'asseoir. De l'autre côté, on va avoir le renforcement dit négatif, qui est quand on retire quelque chose dans le but de faire augmenter la fréquence d'un comportement. Par exemple, un propriétaire qui choisirait d'arrêter d'effectuer une tension sur la laisse lorsque son chien cesse en même temps de tirer. Mais là, ces contextes sont ultra simples en théorie. Par contre, là où ça se corse, c'est dans la pratique. Par exemple, est-ce que tous les soulagements sont des renforcements négatifs, comme par exemple retirer un harnais que votre chien trouve inconfortable après une sortie? La réalité, c'est que tout ça est absolument impossible à savoir sans devoir analyser complètement la séquence comportementale et certains comportements de manière spécifique. Donc, si un chien recommence une action, ou s'il n'y a aucun changement, et ici le mot aucun est important, dans la fréquence de ce comportement, on va parler alors d'un renforcement, à condition encore une fois de savoir quel comportement ici sera analysé. Pour vous aider à mieux comprendre, je vous donne un exemple concret. Prenons l'exemple de deux chiens qui vivent sous le même toit. Alors qu'un grogne après l'autre chien qui s'approche dans le but d'augmenter la distance entre les deux individus, si l'intention du chien qui grogne est de demander de l'espace à l'autre chien qui s'approche et que le chien qui s'approche est poli et respecte la demande de distance de l'autre chien, le chien qui va avoir utilisé le comportement de grogner pour avoir de la distance sera probablement renforcé négativement. Mais comment en être vraiment certain? Eh bien ici, c'est en se basant sur ce qu'on voit comme comportement à court ou moyen terme. Si le comportement de grogner lorsque l'autre chien s'approche est augmenté ou maintenu, on pourra dire qu'il a été renforcé. Et si c'est par le retrait de quelque chose, notamment la proximité de l'autre chien, eh bien, on va parler ici de négatif. Au travers de tout ça, les chercheurs ont été capables de mettre en lumière une nuance essentielle. En réalité, ces deux concepts partagent les mêmes bases neurobiologiques, ce qui signifie que la perception du chien est plus importante que la méthode elle-même. Je vous montre un exemple. Grizzly, un de mes chiens, fige et démontre des signaux d'inconfort quand vient le temps de faire sa taille de griffe. Par contre, quand je prépare le matériel pour effectuer sa taille de griffe, notamment pochette à récompense, coupe-griffe et récompense de très haute valeur, il se précipite à la course et se place devant moi en voulant dire « c'est mon tour ». Par contre, dès le moment où je prends sa patte et débute la manipulation, il fige et devient très mal à l'aise. Je vous montre une vidéo. On est d'accord pour dire que ce chien-là n'a pas l'air d'apprécier la taille de griffe. Cependant, ce que vous ne savez pas, c'est que quelques secondes après, lorsque j'arrête complètement la manipulation, voici ce qu'il fait. OK, bye! C'est fini! Non, mais c'est fini! Même au moment où je lui permets de partir complètement, donc je ne le tiens plus physiquement, plus du tout, il reste là et choisit de rester. On peut donc conclure que malgré tous ces signaux de stress, il préfère quand même rester à proximité à se faire tailler les griffes. Bien que de l'extérieur, on pourrait se dire « Oh, pauvre chien, il subit sa taille de griffes », eh bien, son ressenti n'est clairement pas le même.
Et ce qui m'a permis de savoir qu'il a développé une réponse émotionnelle conditionnée positive à la taille de griffe, c'est qu'à tous les mois, quand je prépare le matériel de la même façon, il va se précipiter devant moi. Ceci laisse donc croire que, malgré tout, Grizzly passe un bon moment et préfère se faire tailler les griffes pour recevoir la nourriture que de fuir tout simplement et éviter la manipulation qu'on pourrait percevoir en tant qu'humain comme étant désagréable et désastreuse. Tout ça m'a amené à me poser une question qui est la suivante. Qu'est-ce qui est réellement aversif? Qui sommes-nous en tant qu'humains pour décider que quelque chose est un aversif ou non chez les chiens? Dans le domaine canin, beaucoup de gens vont percevoir les tensions sur la laisse ou même le port d'un collier comme étant des outils aversifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même avec un harnais parfaitement ajusté qui épouse toutes les formes de votre chien à la perfection, votre chien peut vivre un inconfort lorsqu'il le porte ou même à cause de tout l'espace que ça prend sur son corps. Comme par exemple en faisant une pression sur son poil, mais aussi ainsi qu'à la pression qu'on lui met en lui installant le harnais et avec toutes les manipulations que ça engendre. Prenons l'exemple du chien qui tire en laisse. On va avoir d'un côté le chien qui tire comme un forcené à s'en briser la trachée à chacune des sorties qu'il fait avec son humain. Et de l'autre côté, on va avoir l'humain qui continue d'avancer en disant dans sa tête ou parfois à haute voix: tu vas bien finir par arrêter de tirer comme un tracteur à force de t'étouffer de cette façon-là. Mais la simple réalité est la suivante. C'est que le chien, par exemple, qui est rendu à 4 ans et que ça fait 4 ans que toutes et chacune de ses sorties ressemble à ça, même s'il se fait mal ou s'écrase la trachée, c'est qu'il a appris que ce comportement égale avancer. Et que même si pour nous, sa pauvre trachée, le voir tirer est aussi crève-cœur, eh bien pour lui, la douleur ou l'inconfort est moins important que ce qui le motive à avancer. Rappelez-vous de ça. Ce n'est pas tous les humains qui aiment le chocolat, ni la coriandre, ni les tacos. Même si quelqu'un vous les offre en cadeau avec la plus belle intention du monde, pour certains, tous ces aliments seront perçus comme une punition. Généraliser sans comprendre plus loin l'impact réel des aversifs et des renforçateurs est une erreur fondamentale. Pour conclure, l'éducation canine n'est pas du tout de choisir entre positif ou négatif et de catégoriser certaines choses dans des cases. Ce qui compte réellement, c'est de considérer les besoins de votre chien ou des chiens de vos clients, d'adapter vos méthodes à ses capacités et de toujours agir dans le meilleur de son intérêt. Alors que ce soit pour intégrer la taille de griffe, mettre un harnais ou simplement faire une sortie quotidienne, souvenez-vous de ceci. La clé, c'est l'équilibre entre le respect, la science et la bienveillance, avec comme formule finale les comportements de votre chien qui indiquent son niveau de bien-être. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à notre page YouTube, mais surtout à partager vos expériences en commentaire. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À bientôt!